vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive animée par le collectif Antinucléaire 13. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardis de chaque mois en direct à 14h et a pour but de vous donner les autres informations sur l'industrie nucléaire, celles que l'on ne vous donne pas dans les médias traditionnels. Considérant que nous sommes tous des cobayes de cette industrie et que nous sommes tous les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous pensons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer, de nous indigner et d'agir. Aujourd'hui, pour présenter l'émission, Étienne. Oui, Isabelle. Bonjour. Bonjour. Nous souhaitions revenir aujourd'hui sur le premier anniversaire du début de la catastrophe de Fukushima. Les 10 et 11 mars, de nombreux rassemblements ont eu lieu partout dans le monde, et y compris en Chine. Au Japon, les voix qui s'élèvent contre l'atome sont de plus en plus nombreuses. Les antinucléaires japonais se mobilisent pour l'arrêt du nucléaire, et plus particulièrement pour que les réacteurs arrêtés, à ce jour, d'après un communiqué d'Associated Press, un seul réacteur en fonctionnement sur 54, initialement en exploitation. On note que pour assurer l'approvisionnement en électricité, le Japon a lancé un plan d'économie devant réduire la consommation de 15%. Certains grands groupes, comme on cite SoftBank, a pu réduire la consommation de ses bureaux de près de 40%. Le tout sans coupure d'électricité majeure. Comme il appartient aux gouvernements locaux de décider si les réacteurs arrêtés, en particulier pour maintenance, doivent redémarrer ou pas, les antinucléaires japonais maintiennent la pression. Ce premier anniversaire a aussi été marqué par la parution de nombreux ouvrages sur la catastrophe de Fukushima. C'est une autre façon d'aborder ce qui se passe là-bas et on va y consacrer une grande partie de l'émission. Donc je vais citer quelques ouvrages. Je vais faire mon Bernard Pivot. L'archipel des séismes, qui est paru aux éditions Piquier, où des romanciers, des poètes, des essayistes et des artistes japonais donnent leurs témoignages, leurs réactions, leurs méditations et leurs visions sur la triple catastrophe, séisme, tsunami, accident nucléaire. Paru aussi à l'encyclopédie des nuisances, je vous recommande d'ailleurs vivement tous les livres qui paraissent dans cette édition. Un ouvrage qui s'appelle « Les sanctuaires de l'abîme, chronique du désastre de Fukushima ». Encore un autre ouvrage paru aux éditions La Canaille, Mutine, Fukushima Paradise, et aux éditions du Bout de la Ville, un livre qui s'appelle « Oublier Fukushima ». Je citerai aussi le livre de Michael Ferrier qui s'appelle « Fukushima, récit d'un désastre », qui est paru chez Gallimard et qui décrit d'une manière très personnelle et très poétique à la fois le séisme, les dévastations dues au tsunami et la catastrophe nucléaire. Michael Ferrier, qui est professeur de littérature française et qui réside au Japon, était récemment invité à Paris le 20 mars à participer à une journée de conférence sur la catastrophe de Fukushima à la Maison des sciences de l'homme à Paris. Alors, il y a lu des passages de son ouvrage et nous en avons, pour Radio Galère, sélectionné un.
C'est son analyse de l'information qui est donnée à la population japonaise. C'est lu par l'auteur lui-même, donc on l'écoute. 2 petites lectures pour finir, je crois qu'il me reste une dizaine de minutes. Donc, tout récemment, petit problème de régie, tu nous diras quand on est bon. Tout récemment a également eu lieu le Salon du Livre de Paris. Le lauréat du prix Nobel de la paix, monsieur, je vais essayer de prononcer ça correctement, Kenzaburo Oe, a largement participé au débat et pour demander l'arrêt immédiat de toutes les centrales nucléaires. Pour lui, et je cite dans un article qui est paru sur le blog de la chaîne japonaise Asahi, il a déclaré « C'est une question d'éthique pour les humains de ne pas détruire les conditions de vie des générations futures. Les raisons économiques, scientifiques ou de défense ne sont que secondaires. » Alors, à propos du nucléaire, et plus particulièrement des fermiers dont les terres sont contaminées, qui ne peuvent plus les cultiver, et des pêcheurs qui ne peuvent plus exercer leur métier, il a déclaré « Il n'y a rien de plus inhumain que cela ». Voilà, je crois que nous pouvons maintenant écouter l'extrait de Fukushima, récit d'un désastre, par Michael Ferrier lui-même, soi-même. 2 petites lectures pour finir, je crois qu'il me reste une dizaine de minutes, 5 à 10 minutes. Donc, une première lecture concerne l'information, tout ce qui a trait à l'information, au problème d'information qui se pose à propos de cette catastrophe. Et la deuxième et dernière lecture, la troisième plutôt, concernera donc très rapidement ce que j'appelle la demi-vie. En ce qui concerne les problèmes d'information, donc, une lecture sur ce qui s'est passé et qui continue de se passer d'ailleurs quotidiennement aujourd'hui, non seulement à Tokyo, mais j'y insiste, dans l'ensemble, en France également, à propos donc des problèmes posés par l'industrie nucléaire. Il ne faut pas croire qu'on ne nous dit rien pourtant. Bien au contraire. À la télévision, dans la presse écrite, sur les ondes et sur Internet, on est abreuvé d'informations. C'est un flot de données aussi déferlantes que le tsunami. Pour le commun des mortels, elles ne veulent évidemment rien dire, mais même les spécialistes peinent à leur donner un sens. Dans certains villages du Tohoku, j'ai vu des panneaux entiers remplis de chiffres énigmatiques, strictement indéchiffrables. S'assemblant sous ces nouveaux grands chênes, qui n'ont plus ni couronne druidique, ni majesté dodonéenne, les paysans viennent les voir et tâchent d'y lire les symptômes de leur mal ou les signes annonciateurs de leur destin. Étrange diagnostic qui tendent plus à masquer les conséquences qu'à discerner les défaillances et ne proposent jamais de remède. Microsievert, millisievert, Becquerel, Rad et Rem, Röntgens, on jongle avec les unités de mesure et on n'y comprend plus rien. Un jour, le taux d'iode radioactif dans la mer est 3355 fois la limite légale. Le lendemain, 4835 fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On calcule le taux d'iode 134 dans le réacteur numéro 2. Il est de 10 millions de fois la normale. Du coup, on évacue la centrale. Quelques heures plus tard, on annonce que c'était une erreur et que le taux est en fait de 100 000 fois la normale. Ouf, nous voici rassurés. Mais, quelques jours après, ou avant, les taux d'iode 131 sont évalués à 200 000 becquerels par centimètre cube dans des poissons pêchés au large de la centrale. 5 millions de fois la limite légale. Comme l'écrit un titre délicieux du Nouvel Observateur, la situation est préoccupante pour les poissons. La vérité,
c'est que ces chiffres ne veulent de toute façon plus rien dire. Livrés sans explication, dans des unités de mesure fluctuantes et truffées de contradictions, d'approximations et de supputations, ils signalent seulement que nous sommes entrés dans l'incommensurable, dans l'incalculable. Pas seulement parce que les instruments sont cassés ou défectueux, ou parce que les chiffres atteignent des niveaux où ils ne peuvent plus être enregistrés sans détruire la machine même qui est censée les mesurer, mais aussi parce qu'une telle profusion de chiffres sert à enrober dans une masse d'informations qui réussissent le tour de force d'être à la fois nombreuses et insuffisantes, la réalité d'une situation qui est de jour en jour plus inquiétante. Telle qu'elle, ces chiffres ne sont rien d'autre que des sortes de hiéroglyphes hittites, mayas ou égyptiens, ces hiéroglyphes qui, comme les décrivait Chateaubriand, semblaient être un sceau mis sur les lèvres du désert et qui répondaient de leur éternelle discrétion. Une chose est sûre, à 5 km de la centrale, les dosimètres émettent un bruit permanent, si fort et si continu que nombreux sont ceux qui préfèrent les éteindre. Parmi les travailleurs, on parle de gens qui reçoivent des doses radioactives d'une année en 4 jours. Selon des chiffres officiels, qui sont peut-être minimisés, le niveau de radiation ambiant se situe à 400 millisieverts avec des pointes à plus de 1000, à partir de 250 millisieverts, sans qu'on puisse préjuger de ce qui se passe dans le corps avant ce stade, et qui mettra peut-être des années à se révéler. Les premiers signes pathologiques apparaissent: nausées, vomissements, détérioration cellulaire, dégénérescence de la moelle osseuse. Mais plus concrètement, 3 ouvriers qui avaient des bottes trouées ont marché dans une flaque d'eau radioactive et ont dû être hospitalisés en urgence. Leurs orteils avaient commencé à brûler. Là, on commence à comprendre. Face à ces chiffres, comme on ne sait plus quoi faire, on fait n'importe quoi. Le 14 mars, le ministère de la Santé et du Travail augmente la dose maximale autorisée pour les travailleurs de la centrale de 100 millisieverts pour 5 ans à 250 millisieverts par an. C'est vrai quoi? À quoi bon des normes si ce n'est pour les transgresser? En avril, ce ministère fera encore mieux. Il élèvera la dose maximale pour les enfants à 20 millisieverts par an. 20 millisieverts par an, c'est tout simplement le taux maximum en France et pour la Commission internationale de protection radiologique auquel on peut exposer les travailleurs du nucléaire. Le gouvernement fera ensuite marche arrière sous la pression des parents et de plusieurs associations. Mais c'est dire le degré de cynisme que l'on peut atteindre pour défendre à tout prix la filière. Considérer des gamins sans défense exactement au même niveau que les spécialistes du nucléaire les plus exposés, il fallait le faire, ils l'ont fait. Toshiko Kosako, l'expert nucléaire du Premier ministre, démissionne, refusant de cautionner cette mascarade. Mais la conférence de presse qu'il devait donner pour expliquer les raisons de son geste, 2 jours plus tard, sera annulée, sous le prétexte qu'il est toujours soumis à une obligation de réserve. Qu'aurait-il pu révéler de pire? De la même manière, quand l'acteur Taro Yamamoto prend part à une manifestation antinucléaire, il perd son rôle dans un feuilleton très populaire. Son crime est le même: avoir dit que les enfants de Fukushima ne devaient pas être soumis au même taux de radiation que les travailleurs européens du nucléaire. C'est exactement ce que Lautréamont appelle des ordures, ceux qui ne réfléchissent pas comme l'enfant. Et B. Étienne? Oui, j'ai envie de dire no comment. Bah oui. Ça parle de C'est soi-même. glaçant. Ça parle de soi-même. Et cette omerta fait vraiment penser à des méthodes mafieuses, quoi. Ouais. Voilà, donc je vous recommande vivement la lecture de ce livre. Un autre ouvrage que je trouve particulièrement touchant, c'est un recueil de haïkus qui est publié par Laurent Mabzone, qui s'appelle Après Fukushima. Donc les haïkus, je ne suis pas une spécialiste, les haïkus sont des petits poèmes très courts, basés, si j'ai bien compris, sur l'harmonie entre l'homme et la nature. Il se trouve qu'après Fukushima, il était impossible de continuer à parler pour eux de l'harmonie entre l'homme et la nature en oubliant la catastrophe. Donc je ne sais pas, Étienne, tu nous en lis un? Oui, j'en ai un de Shigemi Ubayashi, excusez-moi de la prononciation du nom. Voilà. Désormais, et pour longtemps, il n'y aura plus d'enfants pieds nus sur le gazon. C'est tout.
Laurent Mabzon est français aussi et il réside aussi, lui aussi au Japon, à 200 km de Fukushima. Il est aussi très actif dans la lutte antinucléaire au Japon. Et le 7 mars dernier, pendant une conférence de presse à Paris, donc où il présentait son recueil de haïkus, il a présenté, il était en visioconférence depuis le Japon, et il nous a également, c'était très poignant, on va l'écouter, parler de sa vie quotidienne, après la catastrophe de Fukushima. Le quotidien ici, c'est un quotidien schizophrène. C'est-à-dire que nous sommes dans des conditions objectivement dangereuses pour lesquelles on peut se protéger si on est, disons, à plus de 100 km en moyenne ou si on n'est pas dans un de ces points chauds de radioactivité dont je viens de parler. On peut se protéger en se protégeant de la contamination alimentaire. C'est excessivement compliqué. Très peu de gens le font. Il faut tenir 20 ans. C'est-à-dire que notre fille, elle ne consomme que des biscuits importés. Parce que la farine, elle est refourguée, la farine contaminée est refourguée dans les produits finis. Dans les biscuits de riz que tout le monde consomme normalement, comme si de rien n'était, on sait très bien que c'est tout le riz qui ne se vend pas. Il ne suffit pas de faire attention à ne pas acheter des produits du Nord ou du Nord-Est. Puisque tous les produits finis réutilisent des produits contaminés. Par exemple, le pain. Le simple détail d'acheter du pain, il est impossible aujourd'hui au Japon de demander d'où vient la farine. Donc, on fait son pain. Les gens, disons 10% des gens qui ont des enfants font leur pain. On a acheté 60 kilos de riz de l'année d'avant parce qu'on ne peut pas être sûr de la provenance du riz. Et vous voyez que le gouvernement a passé d'une limite de 500 becquerels au kilo à une limite à 100 becquerels par kilo, mais ça ne veut rien dire, puisqu'il suffit de 10 becquerels par jour pour avoir 80 chances sur 100 d'avoir au moins une maladie cardiaque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on aime vraiment ses enfants et on essaie d'être fort psychiquement, ou bien on ignore totalement. Et posez-vous la question si de quel côté vous iriez. Nous-mêmes, on ne sait pas si on va tenir. Maintenant, quand vous allez à Fukushima ou dans les hauts points de radioactivité, même par la respiration, vous absorbez, on peut supposer, entre 2 et 8 becquerels de césium, rien que par la respiration. C'est-à-dire que pour un enfant de 20 kilos, 1 becquerel par jour de respiration, même s'il ne mange rien, dans une ville comme Fukushima City, eh bien, il a déjà 200, c'est-à-dire 10 becquerels de césium pour 1 kilo de masse corporelle. Il a déjà de fortes chances d'être malade. Donc, 2 choses. Aider les évacuations en les remboursant. Une autre chose, laisser les citoyens s'informer, parce qu'avec Internet, ça ne suffit pas. Il faut que le gouvernement vérifie. Et puis, nous, on a choisi une solution, c'est d'acheter un moniteur de becquerel à 8 000 € et de le prêter à toutes les familles de la ville qui veulent vérifier les aliments. Normalement, il devait arriver là, il va arriver à la fin du mois parce que tout le monde veut en acheter, bien que ça coûte 10 000 €. Ce sont des choses que tout le monde veut acheter ici. On se prive du reste pour avoir cette machine. Voilà où on vit, comment on vit. Dans mon cas, je suis pratiquement sûr que ma fille n'aura pas de problème parce que on fait attention et on fera attention. Parce qu'il n'y a pas de problème de respiration, normalement, et parce qu'on peut se protéger en faisant très attention à la nourriture. Est-ce que la France veut passer par la case catastrophe, c'est-à-dire avoir un tiers du pays
où on est sûr que 80% des enfants seront malades dans 10 à 20 ans. J'ai lu, tu vas me dire, je confirmais, j'ai lu quelque part que le Japon avait interdit l'importation d'appareils de mesure non japonais, disant que ce n'était que des menteurs, c'était pas des appareils fiables. Effectivement, les dosimètres de fabrication étrangère sont interdits par le gouvernement au prétexte qu'ils seraient inexacts et qu'ils pourraient causer la panique. Donc, j'ai oublié de dire que le recueil de haïkus est publié aux éditions Goliath, car Laurent Mabzone avait essayé de publier ça chez un éditeur français dont il n'a pas voulu dire le nom, mais qui, en lisant son introduction et son positionnement strictement antinucléaire, a refusé de le publier. Donc on voit qu'en France, c'est la même omerta. Enfin, on n'apprend rien, c'est la même omerta. Donc vous pouvez retrouver l'intégralité de cette intervention de Laurent Mabzone sur le site que je vous conseille d'aller consulter, qui s'appelle nettoyen.fo. Il y fait aussi une chronique régulière sur sa vie quotidienne au Japon et aussi sur sa lutte. Voilà. Autrement, quelques nouvelles rapides peut-être de ce qui se passe à Fukushima. J'allais dire rien de bien neuf, à part peut-être un scientifique, le professeur Hiroaki Koide, qui, à la télévision l'autre jour, a expliqué que si la piscine du réacteur numéro 4 de Fukushima fuyait, c'était la fin, a-t-il déclaré tout simplement, la fin de toute vie humaine possible à 250 km à la ronde autour de la centrale, et que dans ce cas-là, au minimum, Tokyo devrait être évacué. Tokyo est à 240 km. 240, donc il n'y a plus qu'à attendre, à espérer qu'il n'y ait pas de tremblement de terre, de séisme important. Et puis que la piscine tienne bon, mais on ne sait pas pour combien de temps. Ouais. Une autre information, deux associations antinucléaires vont porter plainte contre TEPCO et les autorités de la province de Fukushima pour faute professionnelle et pollution. En effet, dès le 12 mars 2011, un système de simulation qui aurait permis de déterminer la trajectoire exacte des panaches radioactifs avait déterminé cette trajectoire. Et on apprend maintenant que les courriels, je cite, ont été intentionnellement détruits. Des mesures qui avaient donc été immédiatement faites n'ont pas été transmises aux populations, ce qui aurait pu permettre de les évacuer plus rapidement. Bon, ça rappelle l'histoire du thermomètre qui était cassé. Voilà, donc ça, c'est si vous allez consulter tous les blogs, les principaux qui existent sur Fukushima, tous les jours, on a des nouvelles de cet ordre. Donc Étienne, je crois que tu nous as préparé une chronique sur l'anniversaire de Fukushima. Sur le 11 mars. C'était l'anniversaire de Fukushima. 1 an déjà, 1 an seulement. Et déjà un bilan catastrophique sans précédent. Mais le truc, c'est que notre bébé monstrueux est promis à une vie longue, très longue, très 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 longue. 1 gramme de plutonium-238, utilisé dans le combustible MOX dont les réserves ont explosé, a seulement une radioactivité de 632 gigabecquerels. Alors, giga veut dire qu'il faut rajouter 9 zéros. On parlait tout à l'heure de l'absurdité des chiffres, je vais vous en citer quelques-uns. Et seulement une demi-vie de 88 ans. Je vous parle d'1 gramme, mais dans la piscine de l'unité 4, je rappelle qu'il s'agit de 264 tonnes de combustible. Bref, 632 gigabecquerels par gramme, c'est un déchet de moyenne activité, comme on les appelle. Et oui, certains combustibles se chiffrent avec 19 zéros. Et d'autres isotopes du plutonium commencent à peine à perdre leur fraîcheur au bout de 24 000 ans pour le 239, 379 000 ans, on aurait pu arrondir à 380 000 ans, pour le 242, et je vous ne parle pas du 244, qui dans 88 millions d'années ne fêtera que sa demi-vie. Vous allez me dire que la présence du 244 n'a pas été confirmée à Fukushima. Certes, mais les autres, oui, malheureusement. Autant dire qu'il va y en avoir des anniversaires à venir. Le nucléaire, c'est aussi un retour à la bougie d'anniversaire. Il en faudra un sacré stock.
Faute de bougies, et pour noyer un peu le poisson, irradié, la région de Fukushima va lancer un grand programme innovateur d'installation d'éoliennes flottantes au large des côtes. Oh, ça va être joli, toutes ces hélices se balançant au gré des tsunamis. Dommage, il n'y aura personne pour les voir. La région est désormais et à jamais invivable. En tout cas, un anniversaire, ça se fête. Au moins, on envoie un petit mot. Non, je ne parlerai pas de ceux qui ont dansé sur le pont d'Avignon ou ailleurs. Ce que j'aime, moi, c'est les commentaires des pro-nucléaires. Et vous me connaissez, je n'invente rien. Il y a celui qui réécrit l'histoire. Bernard Bigot, administrateur général du commissariat à l'énergie atomique, nous dit qu'il croit sincèrement que l'on peut faire un nucléaire responsable et sûr. Et la conscience du risque doit déboucher sur une exigence absolue d'éviter le relâchement de radioactivité, même en cas de fusion du cœur, ce qui est possible, comme l'a montré, paradoxalement, l'accident de 3 Mile Island en 1979. Fermez les guillemets. Ben tiens, ils ont manqué d'exigence, ces Japonais, en relâchant de la radioactivité un peu partout, comme s'ils avaient eu le choix. Et pour citer un pompe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, c'est-à-dire pas vraiment un activiste antinucléaire, 3 Mile Island fut un coup de chance extraordinaire qui a permis d'éviter de justesse de rayer de la carte une partie de la côte est des États-Unis. J'en ai parlé dans une précédente émission. Ensuite, il y a les négationnistes, la Société française d'énergie nucléaire. Anniversaire ? Quel anniversaire ? Pour eux, à Fukushima, aucun problème. Seuls quelques arpents de forêt inhabités sont contaminés. En revanche, je cite, « On peut être étonné que l'opinion publique et la plupart des médias se focalisent uniquement sur la contamination radioactive alors que les nappes phréatiques, les eaux de surface et les sols de toute la région touchée par le tsunami subissent une pollution chimique aux conséquences sanitaires qui apparaissent beaucoup plus inquiétantes. » Bah voyons, et pourquoi pas une épidémie de grippe pendant que vous y êtes ? Le rapport des conséquences de Fukushima établi par la SFEN est hallucinant. Ce n'est pas l'envie qui me manque de vous détailler le contenu de cet invraisemblable pamphlet, avec en annexe, par exemple, un texte nous racontant que la vie sur Terre est bien apparue il y a plusieurs milliards d'années, à un moment où le rayonnement était 2 à 3 fois plus intense qu'aujourd'hui. Note, si j'ai bien compris, aujourd'hui on en est à 100 000 fois plus, mais bon, ça c'est une parenthèse que je rajoute. Ou encore que, oui, la radioactivité détruit nos cellules, mais naturellement, des milliards de nos cellules meurent spontanément chaque jour et sont remplacées sans problème. Bah tiens. Bon, moi, contrairement aux radionucléides, c'est le temps qui me manque. Alors je vais conclure avec celui qui se réjouit tout bonnement de cet anniversaire. Jean-Marc Jancovici, notre expert consultant, chéri des médias. Je le cite. « En France, car c'est loin d'être le cas partout, Fukushima aura été surtout un problème médiatique majeur avant d'être un désastre sanitaire ou environnemental majeur. Du point de vue des écosystèmes, et ce n'est pas du tout de l'ironie, précise-t-il, un accident de centrale est une excellente nouvelle, car cela crée instantanément une réserve naturelle parfaite. » Ça, c'est sûr. C'est-il pas merveilleux ? Faites péter Cadarache et la Provence deviendra aussi une réserve naturelle parfaite, débarrassée à jamais de ces fichus êtres vivants. Faut-il préciser que là, moi, j'ironise ? Non, franchement, ils sont payés combien, ces soi-disant experts de mes deux, pour dire des insanités pareilles ? Ne nous trompons pas, cet anniversaire est funèbre. Et je finis par 2 vers d'Henri de Régnier de son poème In Memoriam. Le crépuscule amer laisse au fond de la bouche l'âpre goût que les pleurs mêlent à son frisson. Bon, ben nous sommes sans voix. Bon, je pense que tout ça, ça montre bien à la fois le négationnisme, le cynisme, l'omerta, dès qu'on parle de ce sujet, à opposer à ce qui est vécu par les gens qui vivent dans les territoires contaminés, que ce soit à Tchernobyl ou au Japon. Bon, je vais quand même finir par une petite boutade. Je cite Nicolas Sarkozy, le 20 octobre 2011. « Mais si le nucléaire est si dangereux, pourquoi alors attendre 25 ans pour l'arrêter ? C'est tout de suite qu'il faut le faire. » Pour une fois, on est d'accord avec lui. Voilà, donc la prochaine émission sera donc le mardi 10 avril à 14h. Et si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous écrire
sur notre adresse mail collectif-antinucléaire13 @orange.fr. Voilà, je crois qu'on a tout dit pour aujourd'hui. Hein. Actualité particulière. Oh, moi, j'en ai... je crois que j'en ai assez entendu pour aujourd'hui, franchement. Ça suffit. Merci beaucoup. Merci à Rémi, à la technique. Dans 15 jours. À dans 15 jours. Au revoir.